Je vais donc vous parler de l'histoire du nationalisme turc. Et là, vous avez entendu M. Georgeon, qui est un grand connaisseur de l'Empire ottoman, le 19e siècle, etc. Et justement, cette histoire du nationalisme qui fait partie de la modernité. Disons que le nationalisme, comme disait Mitterrand, c'est la maladie de la nation. Et ça fait partie de la modernité aussi, bien sûr. Et donc, en un certain sens, l'émergence du nationalisme turc, qui n'existait pas, bien sûr, dans l'Empire ottoman, qui était un empire cosmopolite, avec beaucoup de peuples, beaucoup d'ethnies, beaucoup de religions, s'inscrit dans le mouvement de modernisation de l'Empire ottoman, qui a commencé, en fait, à la fin du XVIIIe siècle, qui s'est accéléré au XIXe siècle. Il y avait plusieurs phases. Alors, je passe rapidement là-dessus. C'est pas tout à fait notre sujet, mais ça intéresse quand même. C'est parce que c'est le terrain qui a été préparé pour la Turquie moderne. Donc, il y a eu des réformes dans entre les années 1839 et 1856, les réformes dites des Tanzimat, ça voulait dire la réorganisation ou les réorganisations de l'État. C'était des réformes destinées à sauver déjà à l'époque ce vieil empire qui date de 1299 et qui était en décadence, en décomposition déjà à l'époque. Et l'idée, c'était d'améliorer, disons, les chances de survie de l'empire, de l'État ottoman, dans les domaines de l'armée, de l'administration publique, des systèmes éducatifs et judiciaires. Et ces réformes ont été importantes déjà à l'époque, donc le milieu du XIXe siècle. Les deuxièmes Tanzimat de 1856 ont accordé, en principe, l'égalité devant la loi aux musulmans et aux non-musulmans. Bon, ça n'a pas très bien marché, mais enfin, c'était une bonne intention. Et cette réforme était bien sûr conduite sous l'autorité des sultans réformateurs par les hauts fonctionnaires qu'on appelait pachas. C'était un titre qui désignait à la fois les généraux dans l'armée et les hauts fonctionnaires dans l'administration civile. Alors, ces réformes ont aussi produit une élite, disons, qui critique et qui ne s'opposait pas à ces réformes, mais qui considérait que les réformes de Tanzimat étaient trop timorées. Et ils se sont appelés, ils ont créé une société, c'était des intellectuels, des poètes, des écrivains, des journalistes. Ils se sont appelés les jeunes ottomans, dans les années 1860, et ils ont créé une société qui militait pour plus de réformes, plus de droits individuels, plus de liberté. C'était finalement des libéraux, ce n'étaient pas des nationalistes. Ils ont réussi à finalement convaincre un nouveau sultan qui est arrivé au pouvoir, Abdülhamid II, qui allait se révéler être un sultan très autoritaire finalement, mais un grand esprit, un homme très antipathique, mais un grand esprit politique. et il a donc accepté de proclamer une constitution. C'était la première constitution de l'Empire ottoman en 1876. Et donc, il y a eu un début d'une monarchie constitutionnelle, avec l'espoir de la part des jeunes ottomans d'avoir un empire qui serait de façon durable une monarchie constitutionnelle, avec des citoyens ayant des droits égaux devant la loi, quelle que soit leur ethnie, leur religion. Mais finalement, au bout d'un an, Abdülhamid a suspendu cette constitution à cause de la guerre russo-turque, russo-ottomane dont M. Georgeon a parlé tout à l'heure. Mais les jeunes ottomans ont continué leurs activités dans la société et finalement, vers les années 1880, il y a eu une autre génération, à partir des 1880, mais surtout tout à fait à la fin du siècle, une autre génération de réformateurs qu'on a appelés les jeunes Turcs.
Là-dedans, il y avait des intellectuels, mais il y avait aussi des militaires cette fois-ci, parce que l'armée avait été modernisée. Et ces gens-là ont été... on les a appelés jeunes Turcs parce qu'ils commençaient à parler, en tout cas une partie d'entre eux, commençait à parler d'un empire qui aurait pu être dirigé par les Turcs. Si vous voulez, c'était déjà les débuts d'une idée d'une nation turque, du nationalisme, qu'on appellera plus tard le turquisme ou le turcisme. Enfin, ça dépend des auteurs. Et donc, ces gens-là ont été réprimés par Abdulhamid II, et leurs leaders, la plupart d'entre eux, se sont installés à Paris pendant très très longtemps. Ils sont restés ici, donc les jeunes Turcs. Du coup, ils ont été extrêmement, bien sûr, influencés par la pensée française, par aussi le jacobinisme français. Donc, ils ont commencé à rêver d'un État-nation ayant un État, une nation. C'est la logique jacobiniste. Et modernisé, moderne, occidentalisé. C'était ça leur rêve. Et c'était, la tendance dominante. L'influence la plus importante sur ces élites-là fut celle d'Auguste Comte, le positivisme. Donc c'était des nationalistes positivistes. Mais il y avait aussi parmi les jeunes Turcs une deuxième tendance, c'était celle du prince Sabahattin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce nom. C'était un prince issu de la dynastie impériale et qui était un homme libéral, éclairé, qui voulait une monarchie constitutionnelle, égalitaire, ouverte au monde, modernisée, et pas du tout un nationalisme pur et dur. Et malheureusement, ce projet de civilisation, finalement, du prince Sabahattin est toujours resté minoritaire chez les jeunes Turcs et avait peu de chances d'être accepté aussi par le reste de la population, enfin des groupes. Des groupes ethniques et religieux de l'Empire, parce que c'était un peu trop tard, malheureusement, parce que tout le 19e siècle a été marqué par des révoltes nationalitaires, parce que notamment dans les Balkans, les peuples, les Grecs, les Bulgares, les Serbes, etc., étaient acquis à l'idée de la nation, de la nationalité, des nationalités, et du coup, ils ne voulaient plus finalement. Il y avait eu aussi en 1912-13 les guerres balkaniques très sanglantes, donc ni les jeunes Turcs nationalistes, ni les nationalistes de ces groupes non musulmans ne voulaient d'un empire rénové, une monarchie constitutionnelle faisant vivre dans la liberté avec les droits individuels, l'initiative privée, enfin tout ça c'était les idées du prince, ça ne passait pas. Et finalement donc, les jeunes Turcs, il y a eu donc la révolution de 1908, c'était en fait un coup d'État, enfin on a appelé ça. C'est vrai que ça a créé énormément d'enthousiasme, bien sûr, dans l'Empire ottoman, en Turquie, mais aussi en Europe. On a parlé du 1789 de l'Orient. Il y a aussi dans le fameux célèbre roman de Thomas Mann, La montagne magique, il y a un personnage qui est un moderniste enthousiaste, Ludovico Settembrini, c'est un Italien, qui s'écrit les Turcs, un État turc national et constitutionnel, quel progrès pour l'humanité. Ça c'était 1908. Il y a eu des élections, il y a un parlement avec tous les groupes ethniques. Il y a eu des débats très vivants. C'était une période parlementaire tout à fait intéressante. Mais malheureusement, en 1913, les trois personnalités des jeunes Turcs, deux généraux, Enver Pacha et Cemal Pacha, et un haut fonctionnaire, Talat Pacha, ont fait un coup d'État
Et ils ont aboli le Parlement, ils ont imposé leur dictature. C'est un triumvirat qui s'est révélé être tout à fait criminel, parce que d'une part, ils ont fait un accord secret avec les Allemands pour entraîner l'Empire dans la Première Guerre mondiale, donc du côté des puissances centrales. Et puis surtout, en 1915, ils ont organisé le génocide des Arméniens ottomans. Et donc, ça s'est très mal terminé. Finalement, l'Empire ottoman a disparu en 1922. Alors, ces jeunes Turcs très nationalistes adhéraient à une vision de la nation que des historiens ont appelée le turquisme, social-darwiniste. C'était du darwinisme social. C'était les idées, au fin du XIXe siècle, d'un sociologue anglais, Spencer, qui voulait appliquer à la société, à la politique, etc., les théories de Darwin concernant la nature. Évidemment, cela voulait dire quoi en pratique? C'était pour qu'une nation se forme, se développe et survive, il fallait que d'autres disparaissent, soient anéantis. Bon, voilà. Donc ce turquisme social-darwiniste a été une catastrophe. D'où est venue cette idée de nationalisme? Parce que chez les Turcs, chez les Ottomans, même les jeunes Turcs, il y a eu beaucoup de débats, car finalement l'identité ottomane était forte. Et c'était quoi l'identité ottomane? C'était quelque chose qui, en tout cas chez les Turcs, quelque chose qui associait à la fois le fait d'être d'origine turque, d'ethnie turque, et aussi de croyance musulmane. Et du coup, il y avait beaucoup de difficultés chez certains de décider quel est l'élément entre ces deux-là qui devait dominer. Finalement, peu à peu, le turquisme a prévalu sur l'islam. Enfin, l'islam est resté quand même. Alors, les premiers idéologues du nationalisme turc étaient des Tatars turcophones qui vivaient dans le pays. La patrie était la Crimée et la région du Kazan en Russie. Il y avait des gens comme Ismail Gasparov ou Yusuf Akçura. Mais il y a eu aussi une troisième figure qui était finalement l'idéologue le plus influent du nationalisme turc. Il s'appelait Ziya Gökalp. C'était un sociologue qui était un disciple de Durkheim, et qui était né dans le sud-est de la Turquie, et donc il était probablement d'origine kurde. Mais donc c'est lui qui a donc fait une espèce une construction pour la formation de la nation turque et pour le nationalisme turc, où il y avait trois principes, trois concepts. C'était l'occidentalisation, l'islamisation et la turquification. C'était ces trois principes-là. Et ces principes, finalement, ont été aussi adoptés par la République plus tard, après la fin de l'Empire ottoman. Alors, donc, comme j'ai dit, l'Empire ottoman a disparu en 1922, mais à partir de 1918, l'Anatolie avait été occupée par les puissances victorieuses, les Anglais, les Français, les Italiens, mais il y avait aussi les Grecs. Et contre cette occupation, un général qui avait été jeune turc, mais qui n'était pas d'accord du tout sur les tendances d'Enver Cemal, Talat et tout ça, Mustafa Kemal, le général Mustafa Kemal, à qui plus tard le Parlement turc donnera le patronyme de Atatürk, le père des Turcs. Ce général a commencé à organiser la résistance en Anatolie. Alors, il y avait beaucoup de prestige parce que c'était le seul général ottoman qui n'avait pas été battu dans une bataille pendant la Première Guerre mondiale. Il avait résisté aux Anglais aux Dardanelles pendant la bataille des Dardanelles. Il avait résisté aussi à l'avancée des Anglais en Syrie, au Moyen-Orient. Et aussi, étant pris en
à ce moment-là, sur les Dardanelles, il était resté complètement loin du génocide des Arméniens. Et donc, c'est sous sa direction, il a organisé donc la résistance entre 1919 et 1922. Et finalement, il a gagné la bataille. Il y a eu le traité de Lausanne en 1923 qui a reconnu la victoire des Turcs. Et en octobre 1923, Mustafa Kemal a fait adopter la République à l'Assemblée nationale turque dans la nouvelle capitale de la République qui était Ankara. Et alors, finalement, c'est les kémalistes, comme on l'a appelé, c'est-à-dire de Mustafa Kemal, kémalistes. Les kémalistes sont finalement la dernière génération des réformistes ottomanes et la génération la plus radicale, puisqu'ils ont mis fin à l'Empire, ils ont créé la République. Ils ont aussi créé une République laïque, ce qui était quelque chose de très nouveau, bien sûr, dans le monde musulman. C'était absolument unique. C'était une époque où, dans des pays arabes comme en Égypte, lorsqu'un intellectuel disait « prenons la laïcité », il était condamné à mort. Donc la laïcité, c'était quelque chose d'inimaginable dans une société musulmane. Alors, il a aussi essayé de couper de cette nouvelle république du passé ottoman. Ça devait être un État-nation, avec une nation et un État uni, avec, bien sûr, comme idéologie, le nationalisme, et donc ça devait être coupé de l'Empire ottoman. Et finalement, il a suivi, les kémalistes ont suivi une stratégie que d'autres pays en Europe aussi ont utilisée. Parce que la nation, finalement, c'est toujours un artefact, c'est une construction. Ça n'existe pas en soi, en elle-même, la région. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé une légende des origines en disant que les Hittites, la civilisation hittite, qui était mésopotamienne, qui avait créé donc un royaume en Anatolie, une grande civilisation, étaient en fait des Turcs qui venaient de l'Asie centrale. Évidemment, c'est une invention totale, mais enfin, c'était pour donner aussi confiance aux Turcs. Et puis, autour de ça, il y a eu un récit mythique comme quoi, en Asie centrale, les Turcs avaient créé une civilisation, etc. Et puis, alors là aussi, c'est quelque chose qui est emprunté en partie à la France, c'est que le turc était la première langue prononcée par l'humanité. Or, à cette époque, j'ai lu ça dans un écrit de Jean-Luc Nancy, qui est un philosophe, historien. Alors, il y avait des gens en France qui voulaient imposer l'idée que le gaulois était la première langue du monde. Tandis que les Allemands, à la même époque, prétendaient que l'allemand était la langue parlée par Adam. Donc, c'était l'époque, vous voyez. Voilà. Alors, donc... Et alors, en Turquie, on a fait une théorie qu'on appelle Güneş-Dil en turc, ça veut dire soleil et langue. Et d'après cette théorie, le premier homme, voyant le soleil, aurait dit « Ah !» Et ça, c'était du turc. Bon, tout ça, ça paraît très, très rigolo aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même sérieux et une façon de créer une confiance en soi, une nation turque. Parce que les jeunes Turcs avaient créé le nationalisme turc, mais pas de nation. L'idée de nation, ils n'ont pas pu s'entendre entre l'ottomanisme et le turquisme, etc. Mais les kémalistes étaient décidés, c'était le turquisme, et ils ont eu donc cette idée de créer la nation autour de ces mythes. Et puis alors, il y a eu un autre débat, c'était celui de l'antériorité. Parce que dans les années 1920-1930, en Europe notamment, l'idée, exact d'ailleurs, que cette terre, l'Anatolie, était gréco-romaine, donc les Turcs n'avaient aucune légitimité à en faire leur patrie. Alors là-dessus, Mustafa Kemal a aussi présenté des arguments et tout pour couper court à cela. Et puis, il y avait un troisième problème qui n'a jamais été résolu d'ailleurs à ce jour, c'est que la République turque s'est créée, et la nation turque s'est créée à travers l'épreuve du feu, si vous voulez, pendant enfin, c'était en tout cas l'idée à l'époque, à travers cette guerre d'indépendance.
Et cette guerre d'indépendance était conduite contre des impérialistes, des colonisateurs, etc. Mais en même temps, dans le même souffle, Mustafa Kemal disait « Notre objectif, c'est l'occidentalisation, c'est la raison, c'est la science. Nous devons atteindre le niveau de la civilisation contemporaine. » Et il disait les symboles de la civilisation contemporaine, c'est la France, c'est l'Angleterre, on doit être comme eux. Donc la légitimité de la nation était fondée sur une lutte contre les impérialistes, mais on voulait être comme les... Enfin, c'était aussi une contradiction, une espèce de dualité qui a d'ailleurs continué très très loin, très long dans l'identité turque en quelque sorte. Alors finalement, la République s'est créée pendant cette guerre d'indépendance. Il y avait eu déjà en Anatolie donc le génocide arménien. Et entre 1920 et 1922, il y a eu aussi pas mal de nettoyage ethnique contre les Kurdes, contre les Grecs qui étaient restés là, les Grecs pontiques, les Grecs du reste de l'Anatolie, les Assyro-Chaldéens, enfin les différents peuples. Donc la République s'est créée dans des batailles sanglantes et dans ces circonstances, finalement, l'idéologie centrale de la République, de l'État-nation turc, fut le nationalisme turc tel que défini par les kémalistes. Alors, pendant longtemps, ce nationalisme est resté absolument sans rival, sans contestation. La Turquie a adopté le pluralisme parlementaire à partir de 1946. En 1950, il y a eu les premières élections libres. Donc un système parlementaire, une transition démocratique s'est installée dans le pays. Bien sûr, là, il y a eu toutes sortes d'idéologies qui se sont développées. Mais le nationalisme est resté parce que le nationalisme était en quelque sorte alimenté par l'État, par l'armée aussi, qui avait une espèce de tutelle sur la politique, et aussi par l'éducation. C'est-à-dire que les manuels dans les écoles étaient extrêmement nationalistes, et donc il y a eu des générations successives de Turcs qui étaient nationalistes. Il y avait aussi alimentée par l'État, une histoire dans les manuels et dans l'opinion publique, une histoire, une sorte de vérité historique étatique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de massacre en Anatolie, pas de génocide, n'en parlons même pas, de massacre, etc. Donc les Turcs ont vécu avec cette idée-là. Et cet État, qui contrôlait beaucoup la société civile, enfin la société qui existait, et empêchait tout débat sur le passé. Or, cette impossibilité pour les Turcs de faire une analyse critique, libre et critique de leur histoire, un bilan de leur histoire, s'est révélé être un puissant moteur du nationalisme et un obstacle très important à la démocratisation de la société. Donc ça, cet aspect aussi a beaucoup entravé donc la République turque. Et finalement, le nationalisme existe toujours en Turquie, mais il y a un affaiblissement, entre guillemets, je dirais, un pluralisme. Et cela est dû à ce qui s'est passé dans la société et dans l'économie. Bon, je vais juste, je ne veux pas jouer les cuistres, mais enfin juste faire une référence à Max Weber. Donc, vous connaissez sans doute Max Weber qui a beaucoup travaillé sur la sociologie des religions et tout. Et il y a beaucoup de gens pensent que pour Max Weber, c'est la religion qui déterminait les choses. Par exemple, le capitalisme s'est développé grâce au protestantisme, son fameux livre, L'esprit du capitalisme et l'éthique protestante. Mais en fait, jusqu'à la fin de sa vie, il a travaillé sur ces questions. À la fin, il est arrivé à la conclusion que la façon dont la religion, les idéologies, etc., sont vues, acceptées, vécues par les sociétés, individuellement et collectivement, ça dépend des évolutions économiques et sociales. Et cela s'est vérifié en Turquie. À partir des années 80, l'économie turque s'est ouverte au monde, et il y a eu à la fois
donc un développement économique, mais aussi un développement social et économique dans les parties qui étaient restées en dehors de la modernité, d'une modernisation kémaliste. En gros, le kémalisme a modernisé, mettons, 40% de la population turque, sur les bases de l'occidentalisation, laïcité, etc. Mais la majorité de la population, en Anatolie profonde, centrale, orientale, etc., est restée en dehors de cette modernisation. Et c'était très pauvre. Mais à partir des années 80, cela a commencé à changer. En Anatolie, il y a eu peu à peu un réveil économique et social. À tel point que d'ailleurs cela a continué sous le parti au pouvoir, à partir des années 2002, mais c'était déjà en route dans les années 80 et 90. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En Anatolie, il y a eu une nouvelle élite qui est née, une élite économique et sociale. C'était des gens, des bazaris, dans les petits commerçants qui sont devenus des industriels, qui ont commencé à exporter, voyager dans le monde, aller chercher des crédits, de l'argent sur les marchés internationaux et tout ça, tout en restant extrêmement conservateurs, extrêmement religieux et tout ça. Mais finalement, ce monde islamique enfermé dans lequel ils vivaient s'est ouvert à travers disons, l'interpénétration entre la logique islamique et la rationalité instrumentale du capitalisme. Et alors, ces gens-là ont commencé à dire, tout en étant musulmans, je suis entrepreneur. Pour moi, l'islam, c'est une éthique. C'est une éthique, ça nous permet à moi, chef de l'entreprise, et à mes salariés de travailler mieux ensemble, on réussit, etc. Donc finalement, cette classe sociale anatolienne est au pouvoir. Le KP au pouvoir aujourd'hui représente ces gens-là. Donc, ce qui fait que ces développements économiques et sociaux ont aussi encouragé l'individualisme en Turquie, parce que l'islam est une religion extrêmement communautaire. Donc, finalement, le rapport des gens à la religion a commencé à s'individualiser. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais enfin, de plus en plus. Alors, moi, je suis d'Istanbul, quand je vais partout là-bas, de temps en temps, j'entendais, il y a quelque temps, des jeunes me dire, vous savez, parmi les jeunes musulmans modernes, croyants et tout, il y a des croyants, des musulmans freelance. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais des musulmans freelance, ça veut dire que des jeunes qui disent, ben voilà, moi, dans le Coran, j'aime tel ou tel verset, j'accepte, et il y en a d'autres que je n'aime pas du tout. Donc, je suis attaché à ces versets par ouest. C'est-à-dire, c'est exactement ce qui s'est passé dans le catholicisme, dans le protestantisme, au fil des siècles. Donc, il y a une espèce de... Et donc, la même chose joue, bien sûr, vis-à-vis des autres idéologies. Le nationalisme est toujours là, mais il n'a pas disparu, mais il n'est plus aussi hégémonique qu'auparavant. Il y a aujourd'hui, en Turquie, disons, un courant politique libéral qui n'a jamais existé dans la République, des libéraux de gauche et de droite, qui sont pour les droits individuels, les libertés, etc., des rapports individuels avec la religion, donc la laïcité de l'État turc, qui était finalement au niveau de l'État, parce que la laïcité, c'est un arrangement constitutionnel et législatif. Et la laïcité turque, contrairement à la laïcité française, n'est pas une laïcité de séparation. C'est une laïcité de contrôle. C'est-à-dire que l'État républicain contrôle la religion. Mais finalement, au fil du temps, cet État soi-disant laïque se retrouve avec une religion. C'est la religion sunnite hanéfite. Donc finalement, ça bloque aussi la religion, cet état de choses. Et ça vient de l'Empire ottoman. On appelle ça la tradition césaro-papiste. Ça, c'était chez les Byzantins. Les Ottomans, le Mehmed II, le conquérant de Constantinople, a adopté ce système des Byzantins. Donc l'Église byzantine, orthodoxe, le chef, c'était l'empereur, le César, le Basileus. Et puis, il y avait le chef de l'Église qui était un fonctionnaire qui dépendait de l'empereur. Donc, c'était le césaro-papisme. Et alors, Mehmed II a créé un poste de Sheikhul Islam, ça veut dire le chef de l'islam. Et il y a une espèce de bureaucratie des ulémas qui s'est créée
sous l'autorité du sultan. Alors le chef de l'islam était très puissant, et c'était le troisième personnage de l'Empire, mais il était quand même sous la... Et donc cette idée que l'État, le politique, doit contrôler la religion est restée, a été pris par... Et du coup, la société ne s'est pas sécularisée. La société est restée toujours divisée entre les croyants, les laïcs, les athées, les machins qui se regardaient en chien de faïence. Et cette nouvelle situation économique et sociale qui vient de la société fait que finalement les gens se sentent plus libres et il y a plus de libéralisme. Et je dirais que finalement peut-être c'est une revanche du prince Sabahattin. Après un siècle, les idées de Sabahattin se développent en Turquie. Et il y a eu, et je vais peut-être m'arrêter là maintenant. J'ai encore du temps? Si vous voulez, vous avez encore 5 minutes par exemple. D'accord. Ouais, d'accord. Alors, par exemple, une manifestation de ce que j'explique, c'était les manifestations de Taksim à Istanbul, sur la place en 2013, en mai-juin 2013. Erdogan qui se prend pour le deuxième Atatürk de la Turquie, qui décide de tout et tout. Il a décidé que sur cette place centrale de la ville, à côté, il y avait un petit parc. Elle a dit, ici, on va faire un centre commercial, machin, truc et tout. Et du coup, il y a une réaction chez les jeunes à Istanbul, moins jeunes aussi, et les gens ont commencé à se réunir sur la place. Et ce qui était intéressant, c'est que contrairement à il y a eu beaucoup de manifestations en Turquie dans les années 70, dirigées par les syndicats, par des partis. Là, il n'y avait pas de parti, il n'y avait pas d'organisateur, c'était spontané, individuel. Les gens arrivaient et manifestaient ensemble. Et là-dedans, il y avait, bien sûr, la majorité, c'était des jeunes universitaires, enfin des étudiants, des filles libérées, etc. Mais il y avait aussi, en minorité, des femmes voilées, et aussi de petits groupes de gens qui étaient un peu barbus et tout, qui se baladaient sous les calicots, où c'était marqué « musulmans anticapitalistes »,« musulmans libéraux », je ne sais pas quoi. Donc si vous voulez, ça montre que quelque chose s'est déclenché en Turquie. Ce n'est plus cette société monolithique contrôlée par l'État. Sous ce régime, ce gouvernement, il y avait quelque chose de très positif, c'est le fait que l'armée a été l'armée a été renvoyée dans ses casernes, et ça c'est très très important. Et donc aujourd'hui on voit dans Erdogan, qui est au pouvoir depuis 12 ans, est devenu une espèce de paranoïaque total, il sait tout, il fait tout, machin tout. Enfin ça va pas très bien, mais la société reste optimiste. Je parlais avec un ami journaliste l'autre jour, qui n'est pas du tout partisan de ce gouvernement, qui me disait, oui, on est tous étonnés, les milieux d'affaires sont optimistes, les gens sont optimistes. C'est vrai que la Turquie le revenu par tête d'habitant a été multiplié par 3 depuis le début du siècle. Donc c'est un pays qui marche bien économiquement. Malgré la polarisation que Erdogan suscite. Il est d'ailleurs devenu islamo-nationaliste. Il traite beaucoup de nationalisme, mais ça ne prend pas tellement. Donc, on peut être, disons, après tout le mal que le nationalisme a fait aux populations anatoliennes, en tout cas, notamment les Arméniens, aux Turcs aussi d'ailleurs, aux citoyens turcs. Mais enfin, bon, on peut être pas tout à fait pessimiste sur l'avenir de ce pays. Voilà. Merci.